Bienvenue dans le 20h sur RTI 1, les titres d'aujourd'hui, mardi 21 septembre. La situation sécuritaire en Afrique, la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le président Alassane Ouattara en a parlé avec le général commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Le général s'est aussi félicité des performances économiques de la Côte d'Ivoire. Agroforesterie, pratique d'une cacaoculture durable pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien. C'est de cela que le Premier ministre a parlé avec les planteurs de San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Il a encouragé cette nouvelle génération de planteurs qui s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien. Assemblée générale des Nations Unies, en marge des travaux, la ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Camara, multiplie les rencontres pour vendre la destination Côte d'Ivoire. Elle présente les potentialités économiques dont regorge le pays. Et puis, tentative de coup d'État au Soudan, la situation est désormais sous contrôle, selon le porte-parole du Conseil de souveraineté à la tête de la transition. Il rassure, cette tentative de putsch n'entravera pas la transition vers la démocratie au Soudan. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. Le général Stephen Townsend, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Les deux hommes ont parlé de la situation sécuritaire en Afrique, notamment dans la sous-région, et aussi de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Jérôme Kofi Abola. Il est en Côte d'Ivoire pour la première fois. Ce mardi, c'est le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire qui l'accueille. Commandant d'Africom, le général Stephen Townsend dit avoir échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur la question sécuritaire en Afrique et en Côte d'Ivoire, qui, de son point de vue, est un pays exemplaire en termes de stabilité. And my meeting with the president here was to exchange. C'était pour procéder à un échange de vues sur la question sécuritaire dans la région et du pays aussi. Les États-Unis voient en la Côte d'Ivoire une région de croissance et de stabilité économique. Je voulais voir l'avis du président, comment nous pouvions contribuer justement à l'effort de cette région. Africom, c'est le commandement américain pour l'Afrique. Une structure qui a donc pour vocation de superviser toutes les opérations militaires des États-Unis sur le continent. La session ordinaire de l'année 2021 s'est ouverte ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté la feuille de route des travaux parlementaires pour la période du 21 septembre au 25 novembre et la mise en place de la commission d'évaluation des politiques publiques. Abou Sanogo. 189 députés sur 253 siégeants ont adopté à l'unanimité l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période allant du mardi 21 septembre au jeudi 25 novembre 2021 de la session ordinaire 2021. 10 projets de loi étaient inscrits au projet du calendrier de travail. 4 projets de loi de ratification d'ordonnances. 6 projets de loi ordinaires, dont 2 à caractère financier, à savoir le projet de loi de règlement 2020 et le projet de budget 2022. Comme il est de coutume, un temps de travail a été laissé aux groupes parlementaires pour leur permettre d'examiner les textes en leur sein. Autre point à l'ordre du jour de l'examen du calendrier de travail, la mise en place de la commission d'évaluation des politiques publiques. Tous les députés ont adopté ce calendrier. Nous allons nous mettre à la tâche et à la fin de l'année, l'État de Côte d'Ivoire aura son budget. Cette commission nous permettra véritablement de voir l'impact des différentes lois que nous prenons à l'Assemblée nationale sur nos concitoyens. Nous allons nous remettre encore au travail pour que tous ces projets de loi soient donc adoptés pour permettre au président de la République de continuer donc la bonne marche de notre pays. Il y a 14 jours au groupe parlementaire pour travailler sur tout ce qui est projet de loi et à partir du 2 octobre, nous aurons à travailler dans les différentes commissions. Cette session ordinaire fait suite à la réunion de la conférence des présidents qui s'est tenue le jeudi 16 septembre 2021 à l'effet de proposer à l'Assemblée nationale un projet d'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période allant du mardi 21 septembre au mardi 30 novembre 2021.
Et on reste à l'Assemblée nationale. Le président Amadou Soumaoro a reçu dans l'après-midi l'ambassadeur de la République de Corée. Il a été question de la célébration de l'amitié ivoiro-coréenne, de l'inauguration du centre Alassane Ouattara. Le diplomate coréen a informé le président de l'Assemblée nationale de l'arrivée prochaine du président de l'Assemblée nationale de Corée en Côte d'Ivoire. Il s'est félicité de l'excellence des relations diplomatiques entre les deux pays. À San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi s'est dit heureux de rencontrer une nouvelle génération de planteurs. Ils sont bien engagés dans la pratique d'une cacaoculture durable, cette technique que promeut l'État ivoirien afin d'éliminer la déforestation. Sidonie Davila. Le Premier ministre Patrick Achi a ôté sa veste pour une visite dans les plantations de Golikro à San Pedro. En compagnie de ses collaborateurs, il a bravé les chemins tortueux des champs pour accéder à la plantation de Angayao Guy Bernardo. Ce jeune appartient à la nouvelle génération de planteurs engagés dans l'agroforesterie. Dans sa plantation, cacao, arbres et bien d'autres cultures sont en pleine cohabitation. Je travaille en collaboration avec la NADE et puis le Conseil Café Cacao. L'agroforesterie, vraiment, c'est une aubaine pour moi. Parce qu'à la longue, ça va freiner un peu la déforestation et puis avancer un peu la pluviométrie. Angagui pratique l'agroforesterie depuis 2014. 7 ans après, les résultats palpables sont présentés à la tutelle et au Premier ministre. Ça permet aux populations aussi de savoir que désormais, il y a des contraintes liées à la commercialisation de leur cacao. Il y a le problème de couvert forestier que nous réglons. Vous avez vu aussi qu'à l'intérieur, il y a des bananes qui permettent d'atténuer un peu la chaleur qui est due. Et je crois que le Premier ministre, en venant ici, nous encourage à continuer davantage. Il y a près de 10 millions d'arbres qui vont être plantés dans les plantations de cacaoyers. Des plantations comme celle de ce jeune agriculteur, il y en a plusieurs dans la zone. Le Premier ministre a fait le tour de quelques-unes. Patrick Achi est plus que satisfait de rencontrer ce qu'il nomme la génération consciente de planteurs. Ce qui m'a marqué, c'est le niveau de prise de conscience. Parce qu'en fait, on ne leur impose pas de le planter, mais eux-mêmes voient autour d'eux l'impact de la déforestation. Et je crois que c'est un signal fort parce que l'action du gouvernement seul, sans l'adhésion des populations, aura du mal à marcher durablement. Mais voir qu'au-delà du gouvernement, les jeunes de la nouvelle génération donc de planteurs sont eux-mêmes déjà conscients des conséquences et de l'impact de la détérioration de l'environnement et que ces jeunes-là servent d'exemple. L'agroforesterie désigne des pratiques nouvelles ou historiques associant arbres, cultures et animaux sur une même parcelle agricole, en bordure et en plein champ. Et nous quittons les plantations de San Pedro pour New York. À la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire multiplie les rencontres. Aux diplomates et investisseurs, Kandia Camara vend la destination Côte d'Ivoire. Elle met en avant les potentialités économiques du pays. Le point de notre envoyé spécial à New York, Michel Digré. Inauguration de la chancellerie turque à New York, l'événement est majeur et c'est le président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu à couper le ruban. Parmi les convives, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Nous avons été invités pour représenter le président de la République qui était lui l'invité spécial de son homologue, le président Erdogan, qui il y a quelques années de cela a organisé une visite en Côte d'Ivoire en compagnie de son épouse et d'une forte délégation. Kandia Camara saisit cette tribune pour lancer l'offensive diplomatique. À chaque interlocuteur, la ministre présente les atouts de la Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement. En attendant la déclaration qu'elle fera ce 27 septembre au perchoir de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous aurons l'occasion d'intervenir à la tribune des Nations Unies pour porter le message du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Parler de la situation de la Côte d'Ivoire, des progrès réalisés
dans différents domaines, mais surtout parler de l'avenir, donc annoncer les perspectives qui sont prometteuses, aussi bien pour les populations que pour notre beau pays. En marge des travaux de cette 76e session, Kandia Camara multiplie les audiences. Nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Il a encore une fois réaffirmé la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le progrès et le développement. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis était récemment en Côte d'Ivoire pour donner un coup d'accélérateur aux relations bilatérales entre les deux pays. Sur le sol ivoirien, les initiatives se multiplient pour continuer d'améliorer le climat des affaires. Le ministre de l'Intégration africaine, Alcide Djedje, a mis en marche le programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. Alec Lavry et Moussa Konaté. Le programme d'appui à la compétitivité et l'intégration régionale est une initiative de l'Union européenne mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Il vise l'amélioration de l'environnement des affaires, l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et la facilitation des échanges. Après une première phase d'exécution de 2010 à 2015, la phase 2 du PACI vise l'intégration des pays de la CEDEAO dans le régime des échanges régionaux et internationaux. La Côte d'Ivoire a plusieurs reprises été déclaré le pays avec le plus grand potentiel d'investissement en Afrique. En tant que premier partenaire, on voudrait bien accompagner la Côte d'Ivoire à réaliser ses potentiels. Pour la Côte d'Ivoire, le PACI 2 va contribuer à l'amélioration de la compétitivité du secteur privé et soutenir le pays dans le commerce sous-régional et mondial. Le ministre chargé de l'intégration africaine se félicite de ce partenariat. Ce partenariat doit être un partenariat exemplaire. Il doit montrer aux autres pays de la CEDEAO, de la sous-région, qui n'ont pas encore fait le pas, que la Côte d'Ivoire qui a fait le pas est prospère, et voyez comment notre coopération avec la Côte d'Ivoire marche bien. Donc venez nous rejoindre. La phase 2 du PACI en Côte d'Ivoire est financée par l'Union européenne à plus de 5 milliards de francs CFA. Voyons le bilan de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire ce 21 septembre. 86 nouveaux cas de Covid-19 sur 2939 échantillons prélevés, 130 guéris et 5 décès. À la date du 21 septembre, la Côte d'Ivoire compte un total de 59 239 cas confirmés, dont 56 890 personnes guéries, 574 décès et 1775 cas encore actifs. 1 806 194 doses de vaccins ont été administrées. La lutte contre la Covid continue donc dans le pays et les efforts sanitaires ne s'arrêtent pas là. Le gouvernement ivoirien est bien engagé dans la lutte contre les maladies infectieuses. Depuis 2014, 15 localités du pays bénéficient d'un projet en faveur de l'eau potable et de l'assainissement environnemental. 10 milliards de nos francs ont été décaissés par les États-Unis. Isaïo. D'ici à 2030, la Côte d'Ivoire ambitionne de permettre aux populations d'avoir entièrement accès à l'eau et un cadre décent au niveau de l'assainissement. Les États-Unis, en vue d'aider le pays à atteindre cet objectif, ont financé un projet sur 7 ans piloté par PSI, Programme Service International. Nous savons que l'assainissement et la santé se rejoignent parce qu'il y a l'hygiène. Nous sommes heureux de voir qu'au bout de cette année, après avoir étudié les produits qui pourraient être proposés, nous avons pu avoir un pôle d'entrepreneurs qui sont formés, suivis et qui sont pratiquement déclarés à la Chambre nationale des métiers. Ce projet a permis la construction de toilettes et l'élimination des déchets humains, la mise à disposition de produits et services de lavage des mains dans 15 localités de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire se dit satisfait de l'exécution du projet. C'est quand on transforme ça en non pas un projet d'assistance, mais un projet économique
que ça peut vraiment assurer la durabilité et ça permet d'augmenter, de multiplier à travers le pays pour toucher d'autres municipalités qui n'ont pas encore été touchées. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a salué l'implication des États-Unis dans la mise en œuvre de ce projet dénommé Sanitation Service Delivery ou prestation des services d'assainissement. Ce projet est bienvenu. Il a permis de sensibiliser les populations. Il a permis de construire des latrines. Surtout, il a permis à constituer un marché du secteur privé, comme on l'a dit, de très petites entreprises capables de construire des latrines à moindre coût. Ces entrepreneurs-là, on leur a appris également à gérer une petite entreprise. Tout cela, c'est ça qui ça va poser les bases, n'est-ce pas, de la pérennité des actions qui ont été engagées dans le cadre de ce projet. Financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA, ce projet qui vient de s'achever va connaître un suivi, selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Dans 18 mois, la commune de Bingerville aura un nouveau grand marché pour une capacité d'accueil de plus de 3000 commerçants. L'infrastructure voulue, moderne et adaptée va coûter au moins 4 milliards de francs CFA. C'est le point fait par le maire Issouf Doumbia. Mais pourtant, la réalisation de ce projet fait grincer des dents. Après des négociations, environ 1500 commerçants ont été recasés sur un site temporaire pour permettre le démarrage effectif des travaux. Amadou Ouattara. Mise en service il y a plus d'une quarantaine d'années, certaines structures du Grand Marché de Bingerville menaçaient de s'effondrer selon des commerçants. Je suis sous l'étage. Donc l'étage était vraiment très même vilain à voir. Parce que les bois là, tout est pourri et tous les caniveaux du marché étaient bouchés. Relativement à l'ambition d'offrir un cadre de commerce moderne et modèle digne de Bingerville, le premier magistrat de cette commune a initié des rencontres avec les représentants des usagers de ce marché. Cela dans le but de leur expliquer les dangers auxquels ils sont exposés et convenir avec eux d'une date de départ du lieu à risque pour un site temporaire. Dans le mois de juin, il y a eu un délai de 45 jours où tous les syndicats et le comité de gestion étaient informés. C'est là que nous, on allait voir le maire pour dire les 45 jours, ça n'allait pas arranger les choses, mais qu'il nous laisse le temps de mieux s'organiser. Face aux points de vue opposés et aux différents délais de départ non respectés, un arrêté municipal a permis le démarrage des travaux de démolition de l'Est-Grand Marché le lundi 13 septembre dernier. Les syndicats nous ont dit de ne pas bouger, qu'ils ne vont pas casser le marché. Ils sont en train de négocier pour qu'on reste. Donc on est resté jusqu'à... Moi, je suis resté à la maison, mais puis on m'a appelé, ah, mais le marché est en train de casser, tu fais comment tes barrages? À 07h, la démolition a commencé. Au début, il y avait des commerçants qui n'avaient pas fini d'enlever leurs bagages. Et on les a aidés à pouvoir enlever leurs bagages. Et c'est là que la démolition a commencé. Jusque-là, depuis lundi, il n'y a pas eu d'opposition. Tout s'est correctement bien passé. Pendant ce temps, la majorité des commerçants, y compris les réfractaires au départ, ont rejoint le nouveau site situé à quelques encablures de l'Est-Grand Marché. Moi, j'ai fait témoigner des premiers jours où on est venu ici. Toutes les femmes, il n'y a pas un qui est sorti à un bacard. Bacard, c'est là, tout est fini. Mes jours. Il y a trop de potopoto. Nous, on voudrait que vous arrangez un peu. Sinon, si vous arrangez, ça nous arrange. Voilà, sinon on est content d'être ici. En attendant, le député maire de Bingerville, Issouf Doumbia, se veut rassurant. Bingerville est en train d'évoluer. Donc il est important aujourd'hui pour Bingerville quand même de renouveler ses édifices. Le nouveau marché normalement doit abriter près de 3000 personnes. On aura autour de 850 hectares et 700 magasins et d'autres choses qui feront de ce marché un marché très moderne, très moderne. Mais je rassure tout le monde pour dire que ce marché n'est pas un marché de ceux qui sont d'Abidjan. C'est un marché des femmes et des hommes de Bingerville. Le nouveau marché sera livré dans 18 mois avec l'occupation d'une superficie de 2 hectares, 600 mètres carrés qui va accueillir toutes les commodités. On a 4 types de construction à l'intérieur. On a des magasins de type mezzanine qui fait une superficie par magasin de
18 mètres carrés, des box, des étals avec une charpente métallique. Donc avec cela aussi, on a des commodités comme les toilettes, on a une administration, on aura aussi également une infirmerie. Tout ceci grâce à un financement BOT modèle utilisé dans les partenariats publics-privés. Le futur grand marché de Bingerville sera donc rétrocédé à la commune après une dizaine d'années d'exploitation par le promoteur des travaux. Toumoudi, zone centre de la Côte d'Ivoire, le sport réunit la jeunesse de plusieurs villages suite à des discordes nés de l'élection présidentielle de 2020. L'histoire du tournoi du vivre ensemble de Toumoudi avec Léon Bro. Stade de Maracana de Nguesamba-Kro, sous-préfecture de Kokumbo. Dans la tribune officielle, 6 membres du gouvernement, le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle, tous spectateurs de la finale du tournoi de vivre ensemble. Face à Laourebo, Akroukro remporte le trophée Dr Raymond Goudoukofi. Je ne tiens qu'à remercier les organisateurs parce que cette victoire aujourd'hui va permettre à la jeunesse d'Akroukro de se gagner un peu. Le football, c'est ça. Malgré ma défaite, je suis engagé à la réconciliation. Cet esprit fair-play, le tournoi de vivre ensemble en aura été l'expression pour les 16 villages en compétition. La preuve, selon l'initiatrice et le parrain, qu'après les douloureux événements électoraux de 2020, la réconciliation entre jeunes de Toumoudi est possible. Je vis les événements malheureux qui se sont passés à Toumoudi. Nous n'avons pas l'opportunité de nous retrouver avec notre jeunesse. Et c'est à travers ce tournoi, c'est le démarrage pour une meilleure cohésion, c'est le démarrage pour une nouvelle jeunesse. Pour tout ce qui s'est passé dans cette région, ici à Toumoudi, nous sommes heureux que par le sport, venu de tous les villages, les jeunes se retrouvent, tournent la page douloureuse du passé et essaient de reconstruire l'avenir en confiance et dans la cohésion, dans la fraternité. C'est ce que nous avons vu ici et que nous saluons. Toutefois, le ministre de la Promotion de la Jeunesse exhorte à consolider cette paix retrouvée, indiquant au nom de ses collègues la paix durable comme condition du développement, donc de l'autonomisation et de l'épanouissement des jeunes. On va aider Madame la ministre parce qu'elle a la confiance du président Alassane Ouattara. Mais à une condition, qu'on n'entende plus que les jeunes de Toumoudi se sont divisés et qu'on n'entende plus qu'à Toumoudi, il y a des palabres intercommunautaires, interpartis, etc. Qu'on n'entende plus qu'il y a de la violence ici à Toumoudi. Tant qu'il n'y aura plus de violence, je vous promets qu'on fera le maximum pour aider la jeunesse de Toumoudi. Après cette édition test de Toumoudi, le tournoi de vivre ensemble pour renforcer l'entente et l'unité des jeunes va s'étendre à toutes les régions pour une cohésion sociale et une réconciliation vraie dans le district autonome des Lacs. En politique, un congrès extraordinaire a dissous le parti politique CAP-UDD, Union pour la démocratie et le développement. L'ex-président du parti, Gervais Koulibaly, a annoncé qu'il se retire de la scène politique. Éric Goré nous explique. C'est la dernière réunion à laquelle participent ces militants et sympathisants du parti politique CAP-Uni pour la démocratie et le développement, CAP-UDD. Convoqués ce matin pour un congrès extraordinaire, ils sont surpris par la nouvelle. Le parti auquel ils ont adhéré depuis une dizaine d'années vient d'être dissous par ce congrès extraordinaire. Ces militants sont invités à rejoindre le futur parti que Laurent Gbagbo entend créer. Une déception pour certains d'entre eux. J'avais cru que nous allons aller jusqu'au bout. Mais bon, c'est le Congrès, nous acceptons la résolution. C'est la démocratie, puisque le CAP-UDD même, c'est le CAP uni pour la démocratie. Donc, en tant que démocrate, nous acceptons cette version. Mais il faut dire que, honnêtement, je suis dessus. D'autres militants pensent que les partis politiques devraient œuvrer à créer un climat de paix dans le pays. Sans la paix, on ne peut pas y arriver. C'est la paix qui peut faire qu'aujourd'hui, nous, on peut avoir un travail. Parce que sans la paix, nous sommes divisés. Gervais Koulibaly, ex-président du CAP-UDD, lui se retire de la vie politique pour se consacrer à autre chose. Aujourd'hui, je pense que le pays commence à se retrouver. J'estime que la mission que j'avais, que Dieu m'avait confiée dans ce monde, je dois y mettre un terme
pour aller reprendre ma vie là où je l'avais laissée au moment où je me suis retrouvé par des concours de circonstances dans la politique. Après 10 ans, Cap UDD quitte de manière inattendue la scène politique. Les membres sont libres de continuer à faire de la politique ou d'arrêter. Au contraire, le Rassemblement pour la paix et la concorde RPC-Paix travaille à mieux s'implanter sur le terrain. Le parti politique fondé par Henriette Lagou était à Daoukro pour la célébration de la 9e édition de la journée du militant du RPC-Paix. Soro Corona. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. Ces militants et sympathisants du Rassemblement pour la paix et la concorde, RPC-Paix, ont répondu à l'appel de la direction de leur parti. Ils célèbrent la 9e édition de la journée du militant, un rassemblement autour des idéaux du parti, à savoir la paix, la fraternité et la justice, et aussi célébrer les nouveaux militants. J'appréhende cette double cérémonie sur le signe du redécollage. Fini les hésitations. Fini les improvisations, place à la détermination et au professionnalisme. Célébrer des nouveaux militants et surtout pour l'agrandissement de notre parti. Cette 9e édition du militant est couplée à l'investiture de la délégation départementale de Daoukro du RPC-Paix. Cette investiture marque le début du PENI, Programme national d'implantation du parti. Le nouveau délégué veut faire de la région de Lifou un bastion du RPC-Paix. En collaboration avec les fédéraux, avec les secrétaires de section, ensemble on va s'entendre, on va travailler. Plusieurs partis politiques alliés étaient présents à cette journée. Henriette Lagou, présidente fondatrice du RPC-Paix, a donné les nouvelles orientations de sa formation politique. Notre organisation doit être frappée de l'effigie de la qualité. Nous devons arriver à intégrer dans notre organisation et avec efficacité des outils modernes de gestion et de fonctionnement. Le parti va bientôt créer et ouvrir son institut de formation politique et de la vie associative IFPA qui portera le label de notre identité. Le RPC-Paix, à partir de ce jour, doit pouvoir produire des résultats concrets pour que les Ivoiriens s'identifient en nous. Ils doivent se reconnaître en nous comme référence politique. Henriette Lagou a invité les militants à promouvoir les valeurs de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire prospère et stable. Le Rassemblement pour la paix et la concorde, RPC-Paix, est né en décembre 2012. Les chrétiens catholiques de Songassou à Dimbokro se réjouissent. Ils ont désormais une grotte mariale où ils peuvent se recueillir. La consécration de cette grotte dans ce reportage. Pour la première fois à Songassou, la communauté catholique du village participe à une messe d'action de grâce hors de l'enceinte de la maison qu'elle a dédiée à Dieu. Le moment est historique. 2 évêques co-célèbrent l'Eucharistie. Ce sont Monseigneur Alexis Touabi Yulo et Marie-Daniel Dadier. Tous les deux vont consacrer la grotte dédiée à la Vierge Marie. En union de prière et dans la fraternité, fidèles chrétiens, filles et cadres de Songassou, parmi lesquels l'ambassadeur Nicolas Kwaku et le ministre Damo Poulet, tous 2 fils de Songassou, tous ont chanté la gloire de Dieu et réaffirmé leur dévotion à Marie. Saint Paul a dit, la foi sans l'acte n'est rien du tout. Cette foi-là, on peut l'exprimer en offrant au village cette grotte, signe de Marie dans le village. Il y a des gens même qui passent, qui voient la grotte, qui rentrent ici pour prier. Et ça fait, ça a renforcé la Légion de Marie, ça a même renforcé le renouveau. La grotte de Songassou, une longue attente comblée. Songassou est désormais sous la protection de la Vierge Marie, autant que ses populations. C'est aussi toute la responsabilité des chrétiens catholiques de ce village qui est engagée de par leur baptême. Notre spiritualité, c'est de nous consacrer totalement à la Vierge Marie pour qu'elle apporte son manteau de protection sur ce village. C'est pourquoi nous avons décrété et souhaité que la Vierge Marie ici soit la mère de toute grâce. La grâce de l'unité, la grâce de la fraternité, de la solidarité pour bâtir un village, mais aussi un pays de paix et d'espérance. La maman, c'est le symbole de la vie. Alors nous prions Dieu de faire passer ses grâces de vie à travers sa mère. La valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements.
Alors il faut qu'ils soient fidèles aux engagements qu'ils ont pris aujourd'hui. Les fidèles catholiques de Songassou vont prier pour l'érection de leur chapelle en paroisse, en reconnaissance de son activisme dans l'église locale de Dimbokro. Le ministre Damo Poulin y a financé d'importants travaux de réhabilitation dans la perspective de son élévation au rang de paroisse. Un argument que les chrétiens catholiques de cette chapelle vont brandir devant leur curé. Et puis, cette tentative de coup d'État au Soudan, les autorités affirment que ce coup de force manqué aurait été mené par des partisans de l'ancien président Omar el-Béchir. La situation est désormais sous contrôle, selon le Conseil de souveraineté à la tête de la transition. Le Premier ministre a assuré que les comploteurs appartenaient pour certains à l'état-major de l'armée. Ils ont été arrêtés. Il rassure, cette tentative de putsch ne va pas entraver la transition vers la démocratie au Soudan. Merci à tous de votre attention, agréable fin de soirée et à demain, toujours sur RTI 1.